Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Bye Bye Patron, le podcast qui traite d'investissement et de pognon pour pouvoir virer son patron. Aujourd'hui, grosse première avec une interview. En effet, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Ronald. Ronald qui était en équipe de France de judo et qui, en dehors des tatamis, a pu expérimenter presque tous les modes d'exploitation en immobilier. Dans cet épisode, il nous raconte son parcours, ses erreurs et ses conseils. Jingle. Avant de passer à l'interview, je vous rappelle que mon livre Négocier un bien immobilier, 7 techniques pour gagner des dizaines de milliers d'euros est disponible sur Amazon en tapant Bye Bye Patron sans espace ou le lien est également présent sur mon site www.byebyepatron.net. Le lien vers le livre ainsi que les contacts de Ronald seront dans la description de ce podcast. Donc si vous voulez le contacter, il est disponible pour parler de sa conciergerie ou de ses investissements. Sur ce, on attaque avec l'interview de Ronald. Petite précision, avant de démarrer, le son du tout début de l'interview, il est un peu compliqué, il y a un peu d'écho et Ronald on l'entend pas super bien, mais ça se règle très rapidement. Donc ne vous inquiétez pas, ça va pas être tout le long chaotique. Bonne écoute. Écoute, du coup, on peut commencer l'interview. Déjà, merci beaucoup pour ta disponibilité. Tu es mon premier interviewé, donc j'espère que ça va bien se passer. Et puis, je suis très content d'avoir créé ce compte Instagram justement pour rencontrer des investisseurs et pouvoir partager un peu avec tout le monde l'expérience qu'on a pu avoir chacun de notre côté. Donc, si tu pouvais commencer, Ronald, par te présenter un peu, peut-être ton âge, où tu habites, peut-être qu'est-ce que tu as fait comme études, si tu en as fait, ou voilà un peu ton parcours, peut-être jusqu'à ton premier investissement. Je me prénomme Ronald, j'ai 42 ans, je vais sur ma 42e année et j'ai fait mon premier investissement immobilier en 2008. J'avais à l'époque, je sais plus, ça fait moins. 30 ans, un peu moins de 30 ans du coup. Ouais, c'est ça, un peu aux alentours de 30 ans. Et moi, je travaille dans la finance. Dans la finance, ok. Est-ce que tu peux juste parler par contre bien proche du combiné parce qu'on t'entend un peu doucement? Tu m'entends mieux là ou pas? Là, c'est mieux, ouais. Super. Ok, et avant, du coup, t'as toujours travaillé dans la finance et t'as fait des études? Ouais, j'ai fait un bac+5 en économie et gestion des entreprises. J'ai pas que travaillé dans la finance, j'ai fait un peu de sport aussi. J'ai fait du judo en pro, on va dire. Et en plus de ça, j'ai créé des sociétés aussi. Il y avait des sociétés en parallèle. En parallèle, du coup. Et le judo, t'en as fait jusqu'à quel âge, du coup J'en ai fait jusqu'à 32 ans. J'ai fait du Ah ouais, 32 ans. Et t'as gagné des coupes ou des championnats? Ouais, j'ai eu la chance de faire des gros tournois internationaux. J'ai fait les championnats du monde universitaire. J'ai fait plein de tournois internationaux et j'étais international français. Ah ouais, super. Félicitations. Merci. Et quelle catégorie de poids, du coup, t'avais? 73 kilos. 73 kilos. Ok, super. Au régime, hein. Au régime, ouais. Sinon, combien tu pèses en temps normal, un poids de croisière? À l'époque, c'était 79. 79, ouais. 36. Et après, tu mettais combien de temps à atteindre les 73? C'était rapidement? Je mettais un mois à peu près. Et après, je me maintenais quand j'avais des compétitions régulières. Ok. Le rêve de chacun, hein, de perdre 6 kilos en un mois. Ouais, mais après, j'en reprenais 7 en une semaine. Hein. Ah ouais. En 4 jours. C'était pas des régimes. Enfin, si, j'avais une diététicienne à la fin surtout. On peut pas dire que dans la durée, ça soit. Quand tu as un poids de corps qui est le naturel, même si tu perds ce poids-là, à un moment, tu peux pas non plus forcer la nature. Ouais. J'ai commencé à 73, j'avais 20 ans, mais quand tu fais 12 ans dans une même catégorie de poids, naturellement, tu prends du poids avec l'âge. Ok. Et puis j'ai pris du muscle aussi, parce que je me suis renforcé musculairement. Ok, super. Et donc en parallèle, ça te prenait tout ton temps le judo ou tu avais un emploi à côté? Alors, ça me prenait
tout mon temps, ça me prenait beaucoup de temps, mais comme je gagnais pas beaucoup d'argent, j'avais un emploi à côté et justement j'ai bossé dans la finance. Et alors à l'époque on avait des contrats d'image au judo d'un an renouvelable, donc c'est l'équivalent d'un CDD, tu vois. Et je bossais dans la finance en CDD. Et mon premier achat immobilier, je l'ai fait, j'étais en CDD de partout en fin de compte. J'avais des bons revenus. Ok. J'avais un revenu de 3 500 euros à l'époque. Mais il y avait aucune certitude que je gagnerais ce revenu l'année d'après. Ah ouais. Donc j'ai emprunté en CDD. Ok. Et les banques, ça leur a pas posé de problème? Alors, dans ces cas-là, j'ai fait marcher le réseau et c'est un investissement immobilier locatif. Donc, moi, j'habitais encore chez mes parents à l'époque, chez ma mère du moins. Et la banque, sur le réseau, le directeur d'agence, c'était un judoka. Ok. Il connaissait les situations des judokas, il connaissait mon niveau, il connaissait les situations des judokas qui se renouvelaient avec des contrats tous les ans, etc. Et le fait que ce soit un investissement locatif, d'ailleurs j'avais des loyers qui payaient l'intégralité de mon taux d'emprunt, ça m'a permis d'emprunter. Je pense que si c'était ma résidence principale, il ne me l'aurait pas prêté, mais là dans ce cas-là, comme tu avais le loyer en face. Voilà, et que j'avais pas de charge de l'autre côté. Ok. Voilà. Et donc ça c'était en 2008. Alors ça c'était en 2008 et c'était un emprunt pour moi j'ai grandi, je suis dans un secteur universitaire et j'ai fait un emprunt pour, à la base je voulais emprunter pour acheter un studio ou un F2 dans ma zone là où je suis là. Moi je suis en banlieue est parisienne et je voulais acheter un appartement pour les étudiants parce que je me suis dit il y aura toujours des étudiants, mais le prix du mètre carré était trop élevé. Donc au final je sais pas, à l'époque ça devait être 2003. C'était le prix du mètre carré pour une petite surface. Ça devait être 2000 ou 2200 euros, je crois. Et pour une grande surface, c'était 2300 euros. C'était plus cher même pour une grande surface. C'était quasiment plus cher pour une petite surface qu'une grande surface. Ok. Le prix du mètre carré. Donc à un moment, je vais voir une amie à moi. Je dis putain, je vais acheter un studio, ça, je vais toujours louer. Je dis putain, par contre, ça me fait chier parce que le prix du mètre carré, il est plus cher pour une petite surface qu'une grande surface et tout. Elle me dit non, mais ici, tu peux faire de la colocation. Et là, c'est ma copine qui m'a donné le tilt. Ok. Et donc, je suis parti, j'ai monté un projet type avec 3 chambres pour un 80. Ah ouais, 3 chambres tout de suite, du coup. 3 chambres, ouais, 3 chambres tout de suite. J'avais l'apport. J'avais de l'apport. J'avais les frais de notaire d'apport. Ok. Donc, j'ai apporté les frais de notaire et j'ai fait une colocation qui m'a apporté à l'époque, que je vais pas vite te dire de bêtises, à peu près entre 7 et 10% de rentabilité brute. Ok, ouais. Donc au moins ça tournait tout seul, quoi. Ça tournait tout seul. Ça quand t'avais les charges, tout ça, oui. Ok. Et t'avais cherché longtemps pour trouver une colocation ou... Enfin, je veux dire, le bien en lui-même, t'avais cherché longtemps ou c'était non, une fois que t'as su que tu voulais... Je passais tous les jours. Ok. Je voyais les biens. Il y en avait plusieurs à ce moment-là. Ok. Et puis c'était 2008, c'était... il y avait de la place encore pour la colocation, je suppose. Il y en avait pas trop... Enfin, parce que maintenant, il y a pas mal de villes où la colocation, c'est un peu saturé. À l'époque, c'était pas... Il y a 10 on parle de ça, c'était en 2008. Ah. Ouais. C'était pas... on parlait pas comme ça, déjà, il n'y avait pas les réseaux. C'est ça, il n'y avait pas YouTube et tout. Hein. Ouais, exactement, il y a eu les réseaux sociaux, il n'y avait pas de ça. Et en fin de compte, c'était vraiment développé qu'en Angleterre. Moi, j'avais des potes à moi qui étaient à la fac, qui, eux, étaient partis étudier en Angleterre et qui étaient en colocation. Ouais, et du coup, ça t'a un peu... Voilà, ça, plus t'as... C'était quoi, t'as une amie à toi qui t'a conseillé, du coup C'était une camarade de classe. Ok, ouais. Ah ouais, la colocation, ça peut marcher très bien, tout ça et tout. Ouais. Et voilà comment ça a fait le déclic pour faire de la colocation. Alors, j'ai fait une très belle chose sur la colocation. J'avais trois colocataires. Et tu vois, moi, je voulais louer des étudiants. Finalement, c'était même pas des étudiants, c'était des jeunes travailleurs dans le secteur. Ok, ouais. J'avais une étudiante et 2 jeunes travailleurs dans le secteur. Et j'ai l'étudiante qui s'entendait pas dans la colocation, qui s'entendait pas très bien avec les autres colocataires, des autres colocataires, des gens du Nord. Parce que je pense qu'ils étaient manqués d'hygiène et de propreté. Donc, elle n'est pas restée longtemps. Elle est restée 6 ou 7 mois. Ok. Et puis après, mon modèle, qui était juste magnifique au départ, il s'est avéré... Avec 3 locataires, ça marchait bien. Avec 2... et voilà. Et donc, au final, j'ai recherché un locataire. T'as cherché un souillon. Voilà. Et mes colocataires qui étaient en place m'aidaient pas trop, en fin de compte. L'appartement, je venais, il était sale. Que j'avais des rendez-vous, j'étais jamais disponible. Parce que c'était bien à 2, quoi. Je commençais à rentrer dans un bourbier.
Et comme je commençais à rentrer dans un bourbier, pendant 5 ou 6 mois, je me suis retrouvé finalement d'un truc qui devait s'autofinancer et se payer, à rajouter de ma poche. Je les ai sortis, en fin de compte, j'ai récupéré l'appartement en tant que les C'est quoi, Wazari ou un truc comme ça, là, une petite Non, crise, non, j'ai juste récupéré l'appartement pour ma résidence principale. Ok. Ouais. Et comme c'était un bail d'un an, comme c'était du meublé LMNP, que c'était en meublé, je leur ai sorti le préavis à la fin de leur bail. Donc ça a été plutôt facile de les sortir. Mais ils m'ont quand même fait perdre un peu de temps et un peu d'argent. Ouais, c'est ça, forcément. Mais bon. Après, c'est jamais on prend le loyer théorique x12 et puis c'est ce qu'on va rentrer et puis on prend le remboursement x12 et c'est le seul argent qu'on va sortir. Il y a toujours des imprévus. Donc c'est clair. Et cet appartement, tu l'as encore? Cet appartement, je l'ai encore et je suis dedans à l'heure où je te parle. Ok. Mais il a eu plusieurs fonctionnaires. Enfin, il a changé entre temps. Enfin, ouais. Déjà, j'ai fait des travaux et puis ça a changé. Ça a commencé par la colocation. Après, je l'ai récupéré en résidence principale, comme je l'avais fait, puisqu'au final, je m'étais marié et puis j'avais un enfant. Donc, je me suis dit, quitte à vivre dans un lieu, j'avais un lieu qui était super. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais vivre dedans, quoi, finalement. C'est ce que j'ai fait. Et puis après, au final, l'appartement, après, je l'ai quitté et je l'ai mis en location courte durée. Donc, un grand appartement, du coup, tu l'as mis en... Ça a fait colocation au départ. Après, ça a fait résidence principale. Okay. Après, c'est devenu une location courte durée, le même appartement. Et courte durée par chambre, tu louais ou tu louais tout l'appartement? Alors, non, je louais tout l'appartement, mais le modèle par chambre était jouable aussi. Ouais. Et quelle surface il fait à peu près? 80 mètres carrés. Okay. Et tu logeais combien de personnes, du coup? Du coup, je proposais entre 4 et 6 personnes. Ok, ah ouais, ça va, du coup, ils avaient de la place, quoi. Parce que parfois, t'as des 6 personnes à 40 mètres carrés, quoi, ça arrive, donc... Ouais, non, alors, en fin de compte, j'ai des grandes chambres, j'ai des chambres d'entre 10 et 12 mètres carrés. Donc, j'ai 3 chambres, et donc tu peux mettre 2 personnes, ça fait 6 personnes éventuellement, et si jamais j'avais aussi un clic-clac dans la salle à manger. Ok, ouais. Donc, avec une grande salle à manger. Et juste après, au niveau peut-être quand t'as 6 personnes, c'est peut-être au niveau où j'ai qu'une salle de bain. Donc là, ça devient. Ouais, du coup, après, ça commence sinon à faire la file le matin. Ouais, ça c'était mon premier investissement immobilier, mais c'était pas le seul. Ok. Donc j'en ai fait un autre, mais dans une chose différente, parce que comme je t'ai dit, j'avais quand même des bons revenus, le fait d'avoir quand même si j'avais une situation en CDD, et au final, les impôts me sont tombés dessus. Et là, j'ai pris le choix de faire une défiscalisation immobilière. Alors, est-ce que c'est un bon choix ou un mauvais choix? Je suis pas passé par un conscient. C'est à toi de nous le dire, ça. Ouais, alors je sais pas. Dans mon cas, ça n'a pas été forcément un bon choix. Après, il faut avoir dans la durée, parce que la durée, c'est tout ce que ça implique. Alors, moi, j'ai décidé d'investir dans les Outre-mer, sans passer par un conseiller en gestion de patrimoine. Et à l'époque, justement, c'était la loi Cellier, où il y avait un abattement de 25% du prix du bien étalé sur 9 ans. Ok. Mais sur la Cellier Outre-mer, c'était non pas 25%, mais 40% du prix du bien étalé sur 9 ans. Et c'était un bien neuf? Il fallait que ce soit un bien neuf? Il fallait que ce soit un bien automatiquement neuf. Donc moi, j'ai acheté dans une résidence, dans une ancienne résidence hôtelière, où ils vendaient des biens à la découpe. Okay. C'était des espèces de, on va dire, des espèces de petites villas, à 140 000 € à l'époque, les petites villas. Et moi, j'ai décidé d'acheter, comme je ne pouvais pas acheter les petites villas, parce que c'était vraiment bien, parce que c'était pas neuf, j'étais obligé d'acheter dans un immeuble, il y avait 2 immeubles qui étaient construits, et j'ai décidé d'acheter dans un des immeubles de la résidence. Ok. Qui donnait sur ces petites villas. Qui donnait vue sur mer. Ok, ouais, bah cool. Donc, et tu connaissais un peu l'endroit? Alors, je connaissais pas l'endroit proprement dit. Je connais l'île, je la connais parce que je suis originaire de là-bas. Okay. L'endroit, je connaissais pas proprement dit plus que ça, mais en toute transparence, c'est un membre de ma famille qui faisait le terrassement de l'immeuble. Donc tu étais sûr que l'appartement il était là, parce que je sais qu'il y a eu un peu des magouilles où les gens ils ont acheté des métropoles. Moi, je me redéplacerais quand même, mais après comme il faisait le terrassement, mon oncle, j'avais une visibilité de l'appartement et de la construction c'est ça. Au fur et à mesure, dès que je demandais, quoi. Ok. Et du coup, t'as pas surpayé par rapport, parce que parfois les... Non, alors je vais t'expliquer. Pour le même bien, au même étage, moi le bien je l'avais acheté 196 000 €. On va parler de chiffres aussi, c'est important d'avoir des chiffres. 196, j'ai dû payer peut-être 196, 198, je sais plus, dans ces eaux-là, bon, à 1000 ou 2000 € près.
pour le même bien, sur le même étage, sur le même palier, il y avait un conseiller en gestion de patrimoine, ils vendaient le même bien, même surface. C'était un bien de 60 mètres carrés avec une surface de 15 mètres carrés. Le même bien, il le vendait 230 000 euros. Là, le mec qui a acheté en face, il l'a surpayé. Ok, ouais. Parce que le conseiller en gestion de patrimoine, il faut savoir que quand il vous vend un des fiscs, bah, lui, c'est entre guillemets, c'est un vendeur immobilier. C'est que voilà. le promoteur lui donne un certain nombre de biens à sortir pour lui. Il va te dire effectivement, bah, quand tu as le prix du bien, en fonction, comme c'est une défisque sur le prix du bien, il va te dire que bah, voilà, étalé sur 9 ans sur le prix du bien, ça va te permettre de réduire ça, mais tu payes dans ton prix, bah, ça inclut la commission du vendeur. Ouais, voilà. Et généralement, le mec de la défisque, c'est le vendeur. Ouais. Ouais, c'est lui mais en fait. Malgré ça, tu vois, le bien, moi je l'ai payé 198 000 euros, mais on dit que l'immobilier c'est une des bonnes affaires, mais ça prend pas toujours de la valeur. Moi, le mien, il a pas pris de la valeur, il en a perdu même. Je viens de le vendre. Ouais. La défisque s'était arrêtée en décembre de l'année dernière. Ok. Alors là aussi, j'ai connu moult problèmes. Moult rebondissements. Ouais, parce que tu l'exploitais comment l'appartement du coup? Alors en fin de compte, la personne qui m'avait vendu le bien, la fille qui était sur la vente, elle avait quitté l'agence de promotion. C'est une connaissance, c'est une connexion de mon oncle. Et elle, celle qui me trouvait moyennant, je sais plus, 150 ou 200 euros, je le versais, celle qui m'envoyait les dossiers des personnes susceptibles de prendre le bien et rentrant dans le cadre. Parce que dans la défisque, il faut savoir que la personne ne faut pas qu'elle gagne trop d'argent. Il y a un plafond de loyer. Enfin, il y a un certain nombre de critères à respecter. Ok. Et donc, ça s'est bien passé pendant 7 ans. Et puis, la 8e année, j'ai choisi une personne qui ne m'a pas payé pendant 1 an, avec laquelle je suis en procédure judiciaire. Ouais. Et t'avais pas d'assurance J'avais pas pris d'assurance loyer impayé. Ok. C'était une erreur. Donc après, quand j'ai sorti la personne, parce que j'avais sorti la personne, j'ai remis quelqu'un pendant 1 an et là j'ai pris une assurance loyer impayé. Ok. Et bien sûr, elle a payé. Quand t'as l'assurance, les gens ils payent et quand tu l'as pas, ils payent pas. C'est ça, mais c'est parce que derrière, déjà, ça me coûtait un peu, je te cache pas, alors après, on fonctionne à l'économie, mais ça me coûtait déjà un peu cher finalement. Parce que moi, 200 000, tu remboursais quoi, 1000 euros. J'avais un loyer qui était plafonné à entre 750 et 800 euros, et moi j'avais un crédit de 1100 euros. Donc à chaque fois, je rajoutais quand même 300, 400 euros de ma poche, que je donnais pas aux impôts, ok. Mais quand même, c'est quand même une somme, tu vois. Et si je commence à prendre l'assurance loyer impayé, je pense que je devais peut-être rajouter 50 ou 100 euros encore de ma poche. Ouais, c'est ça. Et puis c'est ça, les charges, tout ça, ça commence à vite cumuler. Donc quand on fait un projet immobilier, il faut vraiment tout prendre en considération. Il ne faut pas oublier les charges, il ne faut pas oublier la taxe foncière. Ça fait beaucoup. Ouais, c'est ça, plus la mise en location. Moi, en fait, dans mes calculs, alors je sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais le remboursement de l'emprunt, c'est environ 70 ou 75% de l'argent que je sors sur une année, quoi. Quand je fais les comptes, si après je rajoute la taxe foncière, les petits entretiens, la gérance et tout, on peut vite compter à 25% de plus en fait que. Ouais, ça va vite, ça va très vite. Parce qu'au début, t'as plein de gens, ils font leur calcul, je loue 500, je rembourse 500, ça me coûte 0. Non, mais si tu loues 500 et que tu rembourses 500, ça va forcément te coûter de l'argent à un moment ou à un autre, quoi. Donc, ok. Et du coup, tu l'as vendu là, tu l'as vendu à quel prix? Tu parles des choses qui fâchent. Alors. Au tout début, donc moi j'avais besoin de sortir rapidement parce que j'ai besoin de récupérer la trésorerie. Toi aussi, il ne faut pas oublier que dans une vente de biens, il y a le facteur temps qui marche, qui fonctionne. Donc si vous voulez vendre un bien, ça dépend si vous voulez vendre le bien vite ou pas, l'estimation. Donc tu vois, la personne qui avait acheté son bien à 230 000 euros à l'époque, en face du mien, vendait le sien 175 000. Donc tu vois, déjà ça fait une sacrée perte. Ouais. En gros, c'est un peu ce qu'il a gagné sur les impôts, quoi. Exactement. Ouais. C'est à peu près ça. Parce que, attention, on parle d'économie d'impôts au prix du bien. Comme je dis, c'est un bien qui était aux alentours de 100 000 euros, étalé sur 9 ans à 40%. Tu fais vite le calcul, quand tu fais 4 fois 2. Ouais, ça fait 80 000 euros. Ouais, exactement. Donc ça fait, tu as économisé 8 500 euros d'impôts par an. Ce n'est pas rien. Ouais, bien sûr. Moi, je ne payais plus tout ça d'impôts. Donc, à voir parce que j'ai un report entre le delta de l'économie d'impôt et de ce que je devais payer d'impôt. Okay. Donc, typiquement, on a dit qu'on était à peu près à 8 500 euros d'économie d'impôt. Mais moi, comme je devais peut-être aux impôts peut-être 4 000 euros, tous les ans, j'étais capable de reporter 4 500 euros d'impôt. Okay. Et ça, c'est étalé sur 5 ans. Donc là, j'ai vendu ma défisque, je sors de la défisque, mais pendant les 5 prochaines années, j'ai encore
T'as encore genre 20 000 euros exactement. peut-être. Ouais. Exact, c'est exactement ça. Donc là, on verra, on fera le calcul. Après, Ouais. j'ai quand même remboursé une partie du capital. Et Ouais, j'ai bien vendu sûr. le bien. Alors, au départ, quand j'ai vendu le bien, j'avais quelqu'un. Et donc, je reviens sur ce que je te dis parce que je pars un peu dans tous les sens. Donc, le bien en face, comme c'est des défis, très souvent, il faut faire attention parce que quand il y a des immeubles comme ça, des défis, tout le monde sort en même temps. Parce que la défi, ça Ouais. va en même temps. Ouais, c'est ça. C'est ça la problématique. Ouais. Sinon, si vous voulez peut-être, je discutais avec une amie pareil, qui a fait une défi, si vous voulez peut-être pas sortir en même temps, si vous avez la capacité de rester sur les biens, parce que vous êtes capable, souvent il y a des défis qu'on peut les prolonger de 3 ans. 3 ans plus 3, donc 3 plus 3. On peut faire 9, 12 et 15. Ok. Et il faut peut-être éviter de sortir sur les 9 ans, peut-être sur les 12 ans. Ouais. Si on n'a pas trop à payer, si on n'a pas besoin de trésorerie, etc. Donc moi, le monsieur qui avait acheté l'appart en face du maire, il a vendu 175 000 euros, il n'était pas sorti à 175 000 euros. Finalement, au bout de 6 mois, il était obligé de descendre à 169 000. Ok. Et il l'a vendu après à 169 000, je pense, ou peut-être pas. En tout cas, c'était l'annonce, c'était le prix annoncé. Donc moi, quand je l'ai vendu, il y avait quelqu'un. Donc quand il y a quelqu'un dans un appartement et que vous vendez, il y a 10% d'abattement. Il faut compter 10% d'abattement parce que vous vendez un logement occupé. Mais entre-temps, entre le moment où j'ai mis l'annonce et le moment où j'ai donné la congé aux locataires en leur proposant de racheter, parce que quand on vend un bien avec quelqu'un dedans, on peut leur proposer, on a l'obligation de leur proposer de racheter au prix qu'on souhaite. Le locataire est sorti. Donc il y a quelqu'un j'ai eu des appels. J'étais passé par une agence aussi. Là encore, on a fait marcher le réseau. C'est important le réseau. J'ai un ami qui travaille dans une agence ici, IAD. Je l'ai appelé et il m'a dit qu'il m'a connecté avec un IAD dans les dom-toms. De là-bas, ok. Ah, exactement. Parce que de toute façon, je ne pouvais pas gérer, je pouvais pas. Ah, bien sûr, tu vas pas prendre l'avion pour aller. Impossible pour faire des visites, impossible. Et donc au départ, les gens ils ont vu l'annonce, ok, intéressés, mais au prix initial. Mais la différence c'est que au bout d'un mois, je reçois un courrier du locataire qui me dit qu'il sort. Ok. Donc je réaugmente le prix puisque finalement je refais un prix et donc là le bien je le revends à 165. Donc c'est quand même une perte. Je l'ai acheté 196,5 je crois ou 198 comme je t'ai dit. Et au final je le revends 65,5 et c'est pas l'aide vendeur puisque il y a l'agence qui prend sa commission. Ok. Ouais, donc en fait, tu te retrouves un peu avec les 4-5 000 euros pendant 9 ans que tu as économisé. Alors là, c'est là où il va falloir faire sur la calculette. Il va falloir voir combien il me reste de capital restant dû. Ouais. Voilà. À la fin, quand j'ai vendu, entre capital restant dû et ce que j'ai vendu, combien il va me rester dans mes poches. Voilà, donc entre la vente et il va m'en rester un peu. Il va me rester, je sais plus, entre 20 et 25 000 peut-être. Donc ça, il n'y a pas de plus-value puisque finalement, je vends en dessous du prix. Donc ça, c'est une chose. Après, c'est tout le lissage des impôts sur les 15 ans, en fin de compte, qui va ouais, c'est ça qui va voir si parce qu'il ne faut pas oublier que quand même, pendant les 9 ans, j'ai quand même sorti 300 euros de ma poche. Ouais, c'est ça aussi, ouais, bien sûr. Donc c'est pas rien. Donc au final, il faut voir. Parce que c'est 300 euros sur 9 ans, donc 300 x 12, ça fait 3600. Fois 9 ans, ça fait 30 000 euros. Ouais. Voilà, 30 000 euros. Et puis après, derrière, ok, très bien, je vais récupérer une partie de la somme, mais il faudra voir combien j'économise d'impôts encore sur les années à venir. Ok, ouais. Là, on verra si l'opération, au bout de 15 ans, enfin 14, elle a été elle a été pas intéressante, mais au moins flat, on va dire. Ouais. Ok. Bon, après, au moins, ça t'a. Bon, de toute façon, on est toujours plus intelligent après, hein, mais au moins, ça t'a. Voilà, ça t'a rien coûté. Et puis, c'était un bien. Oh, l'avantage, c'était les dom-toms, c'est que t'y as pas passé trop de temps, quoi. Je veux dire, c'était. Ça va passer du temps. Juste, le truc que je faisais, c'était rédiger les quittances de loyer. Après, au bout de 9 ans, par contre, sur les dom-toms, c'est un peu compliqué. Parce que l'usure va beaucoup plus vite. En plus, tu as un bien en bord de mer. Donc, tu vois, typiquement, la dernière année, ça commence à me coûter cher. Là, changer la clim, changer le four. Ouais. Tu vois, donc là, ça commence à coûter. Donc, et en off, c'est des lieux où il y a quand même pas mal de zones anticycloniques et pas mal de problèmes de terre, etc. Et donc, au final, moi, j'avais quelqu'un au syndic qui m'a dit qu'il risquait d'y avoir des charges beaucoup plus importantes d'ici 2-3 ans. Ok. Qui me conseillait de vendre finalement. Parce que bien, si j'avais pas besoin de liquidité, parce que là j'ai besoin de liquidité, j'aurais pu garder le passant en location courte durée. Ouais. Parce que je suis dans une ancienne résidence hôtelière, comme je l'ai dit au début, et il y a beaucoup de biens là-bas qui se louent très bien d'ailleurs. Ouais. Et donc de 750 euros à 800 euros loué, peut-être j'aurais pu passer peut-être à 1600 ou 1500 euros en moyenne de loyer, quoi. Mais bon, ouais, c'est sûr.
quand on est loin, la gestion c'est difficile. Ouais, c'est ça. Faut trouver quelqu'un de confiance. On parle de 8000 km. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'en plus, t'es jamais à l'abri que si tu te délègues, par exemple, il le loue, tu sais, sans te le dire. Genre, il va Oui, dire, ça, la semaine il y a plein de prochaine, choses. c'est vide. La gestion, c'est compliqué. Après, bon, moi, alors, tu vois, j'ai fait d'autres choses. J'avais un autre bien aussi ici aussi en métropole, que j'avais acheté un studio aussi, donc troisième bien immobilier, que j'avais mis en LMNP, donc classique, location meublée, et que j'avais repassé en location courte durée. Et pendant cette période-là, j'en ai profité pour créer une agence de gestion de biens en location courte durée. Donc j'ai géré 3 biens en location courte durée. Donc Ok, le grand bien dont je t'ai parlé au début, le petit studio que j'avais acheté là, que j'avais basculé de LMNP en location courte durée, plus un bien d'un ami qui est parti au Canada. ok. Et donc lui, tu vois, on avait un système où il avait visibilité sur son calendrier, sachant que je passais par Booking et Airbnb. Et donc, là, j'ai traité la location courte durée avec des rentabilités. Alors, et lui, je lui prenais peut-être 20 ou 25%, je crois, de charge, mais lui, il n'avait rien à gérer. Et tout était transparent. Et même carrément, ce qu'on faisait, c'est je lui louais, était versé directement sur son compte. Et moi, je lui mettais des factures de gestion. Comme ça, il me reversait le montant. C'était plus simple. Ouais, bien sûr. Parce que moi, j'avais pas la statut pour pouvoir encaisser des loyers. Oui, c'est ça. Ouais, j'ai aussi un concierge sur un bien et ça se passe exactement de la même façon. Moi, je reçois l'argent Voilà, et puis. j'ai fait une conciergerie, comme ça, toi, le propriétaire, il a une totale transparence de qui est dans son bien. Et puis, c'est beaucoup plus transparent, c'est beaucoup mieux. Voilà. Ouais. Par contre, c'était ton compte, non? T'avais un compte Airbnb à ton nom, c'était pas ton ami, c'était pas le compte de ton ami moi, j'avais 2 comptes Airbnb, j'avais un pour chaque bien, et après pour celui qui était en conciergerie, non, ça c'était le compte de la personne, mais sur lequel j'étais tu sais, sur Airbnb, tu as une espèce de gestion conjointe, donc il m'avait mis en deuxième pour accepter les réservations, répondre, etc. Mais bon, après, une fois que sur Airbnb, Booking, je l'ai mis sur Booking aussi. Après, tu peux faire pas mal de messages automatisés. Même des fois, j'étais en vacances sur la conciergerie, j'envoyais des gens faire le ménage et puis les clés, il y avait des boîtes à clés, il y avait des choses qui se faisaient. Ok. T'avais des boîtes, c'était des gros immeubles ou t'avais les boîtes à clés? Parce que c'est toujours un peu critique, quoi. Enfin... Alors, moi, j'avais des boîtes à clés, mais les boîtes à clés, je les mettais dans les boîtes aux lettres. Ok, tu laissais la boîte aux lettres ouverte, tu mettais la boîte à clés. Exactement, j'avais une technique de boîte aux lettres avec aimant. Ok, punaise, c'est malin. C'est vrai que j'ai jamais pensé. Ouais, alors après, c'est pas j'ai d'autres amis à moi qui font peut-être mieux. Je pense que c'est mieux, je pense. C'est ce serait les connectés, là. Connectés, exactement. Ouais. Parce que comme ça, tu vois le nombre de va-et-vient que tu as dans ton appartement. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais après, la clé connectée, c'est difficile de la mettre à l'extérieur. Enfin, je veux dire, si t'es dans une grande copropriété, tu vois. Alors, ouais, alors, c'est pas encore une fois, ça dépend. Moi, je sais pas si j'étais pas sur des grandes propriétés. Mais tu vois, typiquement aussi, ça veut rien dire parce que moi, l'appartement que je gérais en conciergerie, il y a eu plusieurs problèmes et au final, il a arrêté. Mon ami, il a arrêté parce que c'est la propriétaire d'en face, ça lui créait des problèmes. Ok. Il y avait quoi comme problème? Il y avait des trucs un peu marrants. Je pense. J'ai été convoqué au commissariat. Ah, carrément, ouais. Ouais, pour du proxénétisme. Bravo. De mineurs. C'est pas moi. Ah, de mineurs en plus. Non, c'est pas moi. Moi, j'ai loué l'appartement. Ouais, je sais. Et donc, mais par contre, c'est très chaud parce que quand tu peux vite être associé à de la complicité dans ces trucs-là, tu vois. Ouais, c'est ça. Dès que tu touches l'argent alors là, il a fallu prouver que moi, je connaissais pas la personne, que j'avais rien à voir là-dessus. Après, c'est ça l'avantage de passer par les plateformes. Des fois, on se dit, ouais, c'est bien, en direct, ça évite des frais, mais à force les plateformes, l'avantage, c'est que vous avez, parce que typiquement, l'appartement, après, il avait été laissé en piteux état. La plateforme, elle a remboursé en totalité. Ouais. Et derrière, le fait que moi, j'étais passé que par une plateforme, les échanges montraient que j'avais rien à voir avec la personne, quoi. Parce que quand j'étais donné les. Quand t'as donné les clés, tu l'avais vu au moment de la remise des clés? J'avais vu, ouais, mais après, tu vois, quand j'étais au commissariat pour voir la personne, il m'a montré des photos de femmes, j'ai jamais vu cette personne-là. En fait, c'est quelqu'un d'autre qui avait récupéré les clés. Voilà, quelqu'un qui a récupéré les clés. Ouais. Ah ouais, punaise. Ouais. Mais je pense franchement, quand tu fais du Airbnb, tôt ou tard, alors peut-être tu le sais pas à chaque fois, mais tôt ou tard, c'est sûr que t'as des prostituées. Ouais, ça arrive. Je pense que après, maintenant, avec le temps, t'as vu, c'est pareil. C'est encore une fois, t'as des messages ou t'as des profils où tu. Ouais. Tu vois, après, à un moment, tu décides. Moi, il y a 2-3 trucs qui font que maintenant, j'ai décidé. Je pense qu'il faut toujours s'en tenir.
Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Ça, c'est ma première, ça, c'est ma première chose. Donc ça, c'est typiquement, tu vois, au tout départ, c'est triste à dire, mais quand on vient en Martinique, j'ai une personne qui m'a pas payé pendant 1 an. Et au départ, je voulais pas louer à une femme isolée. Et j'ai loué à une femme isolée avec enfant seul. Voilà. Et c'est la personne qui m'a pas payé pendant 1 an. Donc voilà, donc ça c'était. Donc on va dire que j'ai dérogé à la règle. Et sur les Airbnb, les bookings et les règles que j'ai maintenant, j'avais fixé des règles, j'ai dérogé à la règle, c'est qu'au final, les personnes, il faut qu'ils aient au moins 2-3 commentaires, il faut qu'ils soient vérifiés. Si c'est pas vérifié, s'il n'y a pas de commentaires, je prends pas. Quitte à pas gagné d'argent. Après, de toute façon, quand t'as bien, il est bien agencé, il est propre, il a des belles photos. Tu loupes une réservation, tu en récupéreras une derrière. Ouais, bien sûr. Surtout dans les coins où c'est un peu tendu. Donc. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention, parce qu'en plus, c'est pareil, même si vous casse des choses, bah, ça fait des périodes de vacances, plus tous les problèmes légaux qu'on peut avoir avec. C'est vrai que c'est un peu. Alors, moi, j'ai dit, plutôt que pour courir sur, je sais pas, sur n'importe quoi, 100, 200 euros, et se retrouver à casser, avoir une période de vacances, parce qu'il faut refaire, il faut faire les travaux, il faut aussi ça. Je dis, je préfère pas prendre. Maintenant, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Ça veut dire que s'il y a un profil qui me pose trop de questions. Est-ce que vous donnez les clés? S'il y a un interphone ou des trucs un peu comme ça, là. Je prends plus. C'est la question. C'est toutes ces questions-là qui vont me mettre la puce à l'oreille, je prends plus. Ok. Ouais, bah super. Donc voilà, ça me fait 15 expériences. T'as plus le studio là, alors en location courte durée? Non, il est vendu, ça y est, j'ai tout vendu. J'ai sorti. T'as tout vendu, ouais. Tout vendu. Enfin, il me reste l'appartement en colocation. Où t'habites dedans? Où j'habite dedans, mais qui reste. Et puis là, il est bientôt fini de payer, donc te dire. Depuis 2008. Tu devais avoir un sacré taux d'intérêt en plus en 2008, hein, c'était pas 1%. Alors, si on parle de taux d'intérêt, à cette époque-là, j'étais à 5%. C'était un assassinat. Mais c'est pas loin. Hein. J'avais quand même fait. À l'époque, c'était même 5,40, je crois, parce que j'avais pris sur 25 ans. Mais j'avais utilisé technique du taux lycée, tu sais, j'avais coupé un taux en deux. J'avais fait deux emprunts. J'en avais fait 1 sur 15 et 1 sur 25, et ils te font une moyenne pondérée des deux emprunts. D'accord. Pour baisser, en fin de compte, pour que ça te revienne à un taux à l'époque de 20 ans, malgré que tu as emprunté sur 25 ans. Ok. Et derrière, tu n'as qu'une seule mensualité. D'accord. Mais après, entre-temps, j'ai quand même racheté le taux. Le taux, en plus, j'avais des taux variables. Alors, c'est pour te dire. Ouais, mais c'est fou, hein. Maintenant, maintenant, c'est du 1%, là, sans négocier, là, j'ai eu 1%. Même maintenant, mon taux est toujours plus élevé que le taux de maintenant. Je suis à un taux à 2%, mais j'ai fait le calcul, comme c'était que du capital, si je rembourse, même avec un taux à 0,75, avec les 3% de majoration, etc., je peux. Ouais, tu t'y retrouves pas. Ouais, je me retrouve pas. Donc, toi, tu as fait les calculs, mais la banque, elle les a fait aussi, t'inquiète. Ouais, on a fait les calculs. Ouais, bien sûr. Bien sûr, donc la banque, elle me laisse plus baisser mon truc, quoi. Ouais. Je suis à 2% là, mais il me reste que. Ah bon, 2%, ça va, hein, franchement. Non, je paye que le capital, les intérêts sont déjà payés. À l'époque, mon bien, quand j'avais fait le calcul, je l'aurais payé deux fois. Mais encore une fois, là, j'avais fait une colocation, mais quand j'y habité dedans, j'ai renégocié mon taux, j'ai renégocié aussi ma durée, donc j'avais des grosses mensualités, hein. J'étais passé de 1 200 à 1 600 euros quand même. Ah ouais. Okay. Mais c'était les conditions sine qua non pour baisser. Et par contre, le fait d'avoir renégocié mon taux et mes mensualités, et que j'avais un taux lycée, au final, et 2 taux variables, finalement, ça m'a fait 2 taux éclatés. Ils m'ont splitté mes 2 taux, donc mes 2 emprunts. Donc j'ai 2 emprunts, avec un qui se finit peut-être dans 3 ans et un qui se finit dans 1 an. Donc dans 1 an, ça sera mieux. Ah ouais, donc là, t'arrives au bout. Ouais. J'arrive au bout d'un an et demi, ouais. Dans 1 an et demi, ça sera mieux. Ok, bah super. Et du coup, tu as d'autres projets maintenant? Ouais, j'ai d'autres projets, mais je travaillerai différemment. Là, on va récupérer un peu le cash. On va voir ce qui se passe. J'étais en train de voir, là, au départ, j'avais regardé pour acheter un terrain dans le sud et faire le mec qui tente tout, quoi. Le mec qui a fait des fils. Mais c'est comme ça. Hein. Je voulais faire pas des mobilhomes, mais tu sais, je voulais faire les maisons containers. Tiny House, des trucs comme ça. Exactement, je voulais faire ça. Le projet c'est pas fait parce que pour x, y raison, donc c'est pas grave, je vais prendre le temps un peu de recul, mais je vais repartir je pense sur de la LMNP en location courte durée, mais sur des petites surfaces par contre. Je ne ferai pas sur des grandes surfaces parce que c'est trop à gérer sur des grosses surfaces. Ouais, c'est ça. Et puis souvent tu as les charges, ça dépend un peu des immeubles, mais c'est vrai qu'une fois que tu mets tout bout à bout, les grandes surfaces, c'est quand même moins rentable, quoi. En tout cas,
Parce que les charges, en fait, elles sont vraiment proportionnelles à la taille du logement, alors que le loyer, pas forcément, quoi. Donc, pour moi, enfin, en tout cas, l'expérience que j'en ai, c'est que c'est pas toujours, les grandes surfaces, c'est pas toujours évident. Non, c'est pas évident. Ouais. Et puis aussi, moi, en fait, j'ai fait une erreur, c'était que j'avais, enfin, je sais pas si on peut considérer ça comme une erreur, mais j'avais acheté un appartement assez grand et je m'étais pas imaginé, mais en fait, j'ai eu vraiment de familles ultra nombreuses. C'était un appartement de 3 chambres et j'avais des propositions, une femme seule avec 5 gosses, enfin, plein de gens, voilà, qui avaient plein d'enfants et du coup, qui travaillaient pas, parce que, enfin, c'était des profils que j'avais pas du tout l'habitude de voir sur quand t'as des T2 ou des T3 et là c'était un peu ouais voilà c'était je pensais avoir des familles un peu voilà je sais pas 2 parents 2 enfants mais vraiment j'ai eu des cas des gens en fait je sais même pas comment ils gèrent c'était un parent seul avec 5 gosses je sais pas trop comment ça se passe mais donc ça, quand t'as des grandes surfaces, c'est un peu le problème, quoi. Et puis du coup, s'ils payent pas, vu que les appartements ils sont plus chers, les charges elles sont plus élevées, c'est encore plus plus problématique. Ok. Et du coup, ce serait dans le sud que tu veux investir maintenant ou? Du coup, ouais, les chances que j'investisse dans le sud parce que j'ai trouvé une région dans le sud où le prix du mètre carré reste encore relativement raisonnable. Puis je commence à connaître, donc j'y vais là, tu vois, régulièrement. Ok. Donc je vois, et là, pour le coup, je trouve le prix du mètre carré encore raisonnable par rapport à la banlieue parisienne, parce que moi je suis issu de la banlieue Ouais. parisienne. Et je trouve que le mètre carré est très cher ici. Ah, bien sûr. Bah, en fait, les taux bas, ça fait Bah, augmenter les prix. c'est l'effet qui se coule. Hein. Ouais. Ouais, Faut c'est pas clairement les ça. taux bas, ça fait augmenter le prix de l'IMO. Il faut faire attention parce qu'il y a plein de critères qu'on oublie encore, qu'on prend pas en considération. C'est l'inflation. Enfin, moi, je travaille dans la finance, donc je sais un peu de ce que c'est, mais bon. Et même l'inflation, c'est de l'inflation immobilière parce que c'est pareil. Ouais, parce que toi, on parle d'inflation de 1 ou 2%, mais dans plein de marchés immobiliers, l'inflation, c'est pas 2%, c'est 5% ou 10%. Ben voilà, c'est ça. Le prix des biens, il a pas augmenté de 1 ou 2% tous les ans, quoi. Donc, Mhm. au final, alors c'est vrai, à chaque fois on dit l'immobilier c'est la valeur sûre, ça prend toujours de la valeur. Bah, j'ai parlé à Martini, il a toujours Martini, je vous ai prouvé que ça prenait pas toujours de la valeur. C'est pas toujours le cas. Des fois même ça reste flat. Hein. Ouais. Après l'avantage qu'il y a effectivement, si tu as capitalisé une partie de la somme, ben, ouais, ben, si tu Pas peux te moi, c'est pour permettre, toi. bon, voilà, si t'es en location, ça t'a permis de récupérer au moins cette somme-là. Hein. Mhm. C'est déjà pas si mal. Et puis après, il y a plein de. Enfin, on n'a rien sur rien. C'est qu'à partir du moment où on décide d'aller dans l'investissement, il y a du risque, quoi. Bien sûr. Il y a le risque d'impayé, il y a le risque de dégradation, il y a le risque. Il y a plein de risques. Et ça n'existe pas. Enfin, rentier, en immobilier, c'est un mot, mais ça reste qu'un mot. Il y a Ouais, quand bien même des sûr. choses à faire. En tout cas, c'est jamais passif comme on veut Voilà, bien. exactement. C'est jamais passif comme on nous le laisse Mhm. croire. Ah, bien sûr, c'est sûr. Le levier, de toute façon, il est dans les deux sens, quoi. T'as du levier à l'achat, mais en même temps, voilà, si t'achètes, je sais pas, 30 000 euros d'actions, bah, à la fin, au pire, t'as perdu 30 000 euros. Si tu mets 30 000 euros d'apport dans un projet à 300 000, bah, ton risque, il est de 300 000, il est plus de 30 000, quoi. Donc, Exactement. C'est un vrai effet, c'est un vrai levier. C'est ça, un c'est vrai, sûr. vrai levier. Mais ouais, et puis oui, l'inflation, par contre, elle est peut-être pas sur les biens, mais moi je vois sur mes assurances, la propriétaire non occupant. Alors ok, c'est pas cher, c'est 10 euros par mois, mais ça monte tout le temps, quoi. Bah ouais. Elle a pris 2 euros, genre c'est passé de 10 à 12 euros. Quand tu Ouais, fais de 10 à 12, ça fait pas 1%. ouais, ça fait 20%. Hein. On est d'accord. Ouais, Voilà. ouais, c'est fou. Parce que moi, je me dis, quand j'ai un locataire où j'ai pas de soucis, tu te dis, bon, est-ce que je lui augmente son loyer? Tu sais, t'as l'index des loyers, mais déjà qui est très faible. Tu te dis, je lui augmente ou pas, il me fait pas de problème, voilà. Mais après, toi, en fait, les charges que t'as en face, elles augmentent, quoi. Que ce soit les Ah ouais, charges de copo ça se ou pose les. pas de question. Ouais, Et même si on a un locataire, c'est dur à dire. Faut être très distant. Moi, j'essaie d'être très distant avec le locataire. Et faut ouais, c'est pas, ce qu'il faut. même si la personne est très sympa, parce que derrière, ça reste du commerce au final. Mm. Enfin, c'est bête, hein, 1 euro en immobilier, c'est 1 euro, quoi. Ouais, Parce que les charges cachées, les frais cachés, comme tu me dis, la PNO, les charges, s'il y a un ravalement d'immeuble qui tombe, c'est ça. etc. Les impôts aussi, la taxe foncière, tous les ans, elle monte. Hein, Ouais, faut pas croire. Hein. ouais, c'est ça. Elle augmente pas de 1% non plus. Hein, donc au Ouais. final, un bien qu'on a estimé
rentable, c'est pareil, parce que c'est pareil, à chaque fois, il y a des écarts de langage que je trouve dommageable. Très souvent, on dit, ouais, ma rentable brute, c'est ça, la rentabilité de mon bien, c'est ça. En réalité, la rentabilité d'un bien, c'est du début jusqu'à la fin. Et quand je dis à la fin, c'est jusqu'à la sortie du bien, jusqu'à la vente du bien. Ouais, c'est vrai. On calcule, voilà, parce que les gens confondent rentabilité brute, rentabilité nette, taux de rentabilité interne, parce que le tri, ce qu'on ne parle jamais. Voilà. Et pareil, il y a ce qu'on appelle une valeur actuelle nette, donc une vanne aussi. Et un bien, alors, la rentabilité du bien se calcule de l'achat jusqu'à la sortie, jusqu'à la vente du bien. Là, vous direz, voilà, plus les loyers, voilà, vous direz, voilà, j'ai englobé tout ça. Et le bien, voilà, ma rentabilité d'un bien a été de temps. C'est pas parce que rentabilité brute, les formules basiques de loyer divisé par 12. Ouais, loyer x 12 divisé par combien t'as payé, ça se passe jamais comme ça. Ça permet de te faire un truc, une idée, mais ce sera jamais ça. Et puis le notaire, c'est pareil, les frais de notaire, si t'as beau avoir 10% de rentabilité brute, si tu vends au bout de 1 ou 2 ans, t'inquiète pas que les frais de notaire vont bien impacter justement ta... Les notaires, il faut les inclure dedans aussi. Ouais, c'est ça. Ah, c'est sûr. Ok, du coup, on arrive à une quarantaine de minutes de podcast, donc je vais te poser encore 2-3 questions. Puis après, si tu voudras rajouter un truc, libre à toi. Donc, la première question que j'avais, c'était est-ce que tu as une ressource à recommander, peut-être, je sais pas comment tu t'es formé, ou enfin, est-ce que tu as, je sais pas, un livre que tu as bien aimé, ou une chaîne YouTube que tu suis, un podcast, ou ça, c'est pas forcément même un investissement, ça peut être quelque chose je lisais beaucoup de. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai lu beaucoup de choses. Et le problème de l'information, c'est qu'il y a beaucoup de désinformation et qu'apparemment, des fois, il y a de la dispersion. Donc, déjà, ce que je vais recommander, par contre, c'est quand vous faites un choix, allez sur une niche. Si vous décidez sur la location courte durée, allez sur la location courte durée. Si vous êtes sur la location à la MNP, allez sur la MNP. Si vous êtes sur la colocation, allez sur la colocation. Parce que c'est bien, à chaque fois, on dit la diversification, mais quand on se diversifie, on se disperse. Je ne suis pas sûr que ce soit très beau. Il faut aller sur une niche, choisir après un support. Il y aura des livres, il y en a plein. Je ne vais pas conseiller de livres à proprement dit parce que voilà. Mais d'ailleurs, une fois que vous avez décidé ça, voilà, maîtrisez votre sujet. Et voilà. Et à partir de ce moment-là, quand on va sur cette niche-là, on s'informe. Et là, sur la niche, on essaie de trouver tous les leviers qu'on peut avoir sur cette niche. Je pense que c'est ça. Parce que moi, j'ai tout fait. Moi, j'ai fait des pistes, les colocations, on a vu. Durée, les MNP, voilà. Et non, je pense qu'à un moment, il faut se fixer sur une niche. Moi, j'ai fait toutes les niches. Maintenant, je sais si il y en a une qui va m'intéresser. Alors, on peut faire une double niche. On peut faire une colocation en location courte durée. Mais c'est pareil, il faut maîtriser son sujet. Et il y a beaucoup de gestion. Donc, pour moi, c'est ça. Et après, une fois que vous avez décidé d'aller sur une niche, après, il y a des supports, des podcasts, il y a énormément de choses que vous pouvez trouver. Ouais, c'est vrai que c'est un peu, c'est pareil quand vous trouvez une ville rentable. Au bout d'un moment, parfois on se pose la question, est-ce que je dois changer de ville si par exemple, je sais pas, il y a une grosse usine qui risque de fermer ou quelque chose comme ça. Mais en même temps, vu que c'est une ville rentable et que ça tourne, parfois il vaut mieux, en tout cas les premiers biens, c'est pas la peine de se diversifier. Non, c'est pas 2 ou 3. C'est pareil si vous avez à gérer des choses, si vous avez, je vais dire une bêtise. Typiquement, si vous avez un problème de plomberie, dans deux biens, si les 2 biens sont à côté, vous utilisez le même plombier. Donc votre réseau est le même. C'est ça. Ouais. Si vous avez un bien qui est à 300 km, vous allez trouver où le plombier. Vous ne connaissez pas. Voilà. Exact. Ouais, c'est ça. C'est un très bon conseil. Ok. Et est-ce que tu as encore une erreur que tu as fait, donc tu voudrais mettre un peu en garde les auditeurs ou quelque chose? Bon, on a parlé déjà les prostituées, les femmes seules, les gars dégueulasses. Ouais. Les erreurs, je les ai un peu toutes citées. Alors, en dehors il y a le taux d'intérêt, il y a un truc qu'on n'a pas parlé sur le taux d'intérêt. Ce qui est très important, alors si, le seul truc que je vais dire, c'est la base, et je pense que c'est le plus important, c'est le prix du bien. Franchement, il faut se fixer sur le prix du bien. Jamais se dire, ouais, mais ça va valoir tant parce qu'il y a un métro qui va arriver, un truc, nanana, ou parce que ma rentabilité, ça va être tant. Fixez-vous un prix du bien. Il faut toujours acheter un prix du bien en dessous du marché. C'est dur, c'est pas facile. Ouais. Mais voilà, il faut toujours chercher à acheter un prix du bien en dessous du marché, quitte à négocier, quitte à qu'il y ait des travaux. Même s'il y a des travaux, justement, c'est quand il y a des travaux.
Mais voilà, parce que c'est l'investissement, voilà, le mot investissement, c'est à la base, donc c'est au début. Et c'est là, si votre investissement va être rentable ou pas, ça va être dès le début. Donc c'est ça le plus important. Et moi, typiquement, voilà, l'erreur que j'ai faite, c'est genre, j'ai peut-être, par la méconnaissance du marché des dom-tom, acheté, pas un bien surévalué, mais voilà, j'ai pas acheté en dessous du marché. Donc finalement, je ressors à un prix un peu plus bas que j'avais payé. Et après, sur les autres biens que j'ai achetés, un peu en dessous du prix du marché pour X, Y raison. Et au final, que ce soit le studio, il a été un peu mieux vendu, même s'il n'a pas doublé ou triplé. Il a été un peu mieux vendu de 8 ans de détention, alors qu'il ne s'est rien passé de spécial, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, la bonne affaire, c'est toujours à l'achat, en fait. Et après, si tu as bien acheté, tu peux tout déléguer. On peut mettre un coup de propre, on peut rénover, mais c'est à l'achat que ça se fait. Ah, parce que les gens, ils pensent parfois trop souvent que, je sais pas, ils vont trouver le pigeon ou quoi, mais non, il n'y a pas de... On dit tous les matins, il y a un pigeon qui se lève, mais il va pas aller... C'est pas pour ça qu'il va aller chez vous, donc vous vendrez toujours au prix du marché. En fait, tu vends... Maintenant, surtout avec les sites, c'est hyper facile de voir... Exact, tout va plus vite. La vélocité d'une information, ça va beaucoup plus vite. Après, les opportunités d'achat peuvent se faire pour X, Y raison. Moi, j'avais besoin de vendre mon bien rapidement en marketing parce que j'avais besoin d'utilité. J'aurais peut-être pu attendre un peu plus longtemps ou un an, mais voilà, la personne qu'ils ont acheté, je pense qu'elles ont fait une affaire quand même, voilà, puisque par rapport au prix initial acheté. Ouais. Mais d'ailleurs, moi, c'était pour une raison. Après, il y a plein de raisons pour que des biens aient besoin d'être vendus vite. Ça peut être des divorces, ça peut être des successions où les gens ne s'entendent pas, ou ci ou ça. Je pense que là-dessus, si vous avez un agent immobilier, il ne faut pas avoir peur de passer par un agent immobilier, même s'il prend ça comme. Hein. Lui, ouais, bien sûr. Avoir des diagnostics, avoir plein de choses qui vont faire... parce que c'est un professionnel, donc il aura les assurances, etc. Mais surtout, quand vous avez un agent immobilier, il faut peut-être poser plein de questions. Pourquoi il vend, le vendeur? Et lui, il va peut-être vous donner l'information qui va peut-être vous donner la puce à l'oreille. Ouais. C'est des gens qui ont une mutation, c'est des gens qui divorcent, c'est une succession, c'est ci, c'est ça. Et là, vous allez peut-être aussi avoir une marge de négociation. Voilà, c'est cet intermédiaire-là, même si vous avez l'impression que vous donnez de l'argent, vous ne donnez pas de l'argent inutilement. Si vous prenez le temps de pousser l'information et de négocier, bien sûr. Ouais, et puis lui, il aura déjà fait un travail en amont sur le prix, souvent, parce que les particuliers, quand ils vendent tout seuls, il y en a qui sont complètement en dehors des réalités, quoi. Non, puis il y a un boulot qui est fait. Donc moi, typiquement, l'agent IAD qui a vendu mon bien en Martinique, il a rédigé l'annonce, il a tout fait. Moi, il y a quelqu'un qui m'a appelé en direct, qui a trouvé mon adresse, qui m'a dit ouais, ça va visiter le bien. Je dis écoutez, moi je suis pas aux Antilles. Il me dit non, mais je peux aller voir directement le locataire, je vais pas loin. Je dis non, moi il y a un monsieur passé par lui avec le locataire. En plus, ça se passe pas super bien. Après, avec l'agent immobilier, j'avais été très clair. L'agent immobilier m'a dit si c'est quelqu'un qui vient directement par toi, mon pourcentage à la vente, il va baisser. Au final, la personne, elle pensait qu'elle allait économiser peut-être, je sais pas moi, 4 ou 5 000 euros, 6 000 euros. Ok, peut-être que c'est une visibilité de son côté, mais à la base, déjà, c'est moi qui les paye, c'est cet argent-là. Ouais. C'est pas la personne. Effectivement, sur le bien global, ça sort, mais bon, moi, je le ressors parce qu'il y a un delta entre le net vendeur et le prix de vente. Mais c'est surtout que moi, par exemple, quand j'ai été chez notaire, il a dit tout ce qui est diagnostic, etc. Voilà, ça, c'est assuré par l'agent immobilier avec ses assurances et tout. Donc, c'est quand même une garantie pour les deux. Bien sûr. Ouais, ils travaillent pas pour rien. Ils ont beaucoup de défauts, les agents, mais ils travaillent pas pour rien. Ouais, et sur des documents à fournir aux vendeurs. Donc moi, je vais vous dire, dont notamment, typiquement, il a demandé à l'acheteur une caution, ouais. Donc voilà. Ah ouais, un dépôt de garantie. Un dépôt de garantie, toutes ces choses-là. Que j'aurais pas forcément demandé moi, parce que j'ai pas l'habitude de vendre, j'ai plutôt l'habitude de vendre. C'est ça. C'est quand on fait on a d'ailleurs refusé un acheteur qui voulait pas donner le dépôt de garantie. Ok. Ah ça met quand même un peu la puce à l'oreille. Ouais, par contre, on a trouvé que le dépôt de garantie était trop cher. Nous, non. Ouais, parce que d'ailleurs, c'est quand même, si vous vendez un bien, par exemple, et que il n'y a pas de dépôt de garantie, que la personne, pour X ou Y raison, refuse, c'est quand même 3 mois de perdu. 3 mois, c'est quand même... Le temps, c'est de l'argent. Voilà. Ah, bien sûr. Oui. Surtout si tu as d'autres projets derrière, ça te fait rater un peu. Ok, super. Est-ce que si les gens ils veulent te contacter, il y a un moyen que tu préfères, ou je sais pas, par exemple, pour parler... J'ai l'insta de la conciergerie qui est
qui est existant si les gens veulent me contacter. On Ok. peut passer par l'insta de ma conciergerie, qui est la conciergerie qui est entre guillemets en semaine, mais sur l'insta, je communique, j'échange aussi. C'est pareil pour voir des affaires, pour échanger, parce que le brainstorming est très bon. Et l'insta, il s'appelle Bed and Sleep. Bed, B-E-D, il y a des tirés du bas, A-N-D, tirés du bas, sleep, dormir, S-L, 2-E-P, tirés du bas encore. Ok. Et on voit justement les biens que j'avais en gestion et en location. Ok, super. Bah, je le mettrai en plus dans la description du podcast, comme ça, si les gens. Voilà, si les gens veulent échanger sur l'immobilier, moi je suis ouvert à tout type d'échange. Je parle à tout type de personnes. Parce que Ok. derrière, si on peut apporter de la valeur, si on Bah, peut bien sûr, c'est ça. C'est. des échanges de bons procédés, voilà, comme pour le podcast. Ça fait un moment qu'on échange. J'adore ton Insta. Ok, bah, Je cool. trouve ça très décalé et je trouve ça très enrichissant. Ouais. Bah, merci beaucoup. Merci Bah, à écoute, toi. bah, je pense qu'on peut s'arrêter là. Bah, en tout cas, j'espère que le podcast il plaira aux auditeurs. Et puis, merci beaucoup. J'espère aussi. Merci Et quand beaucoup. je passe dans le coin, peut-être. Et je te n'hésite tiendrai au pas. courant. Même moi, je risque peut-être de passer dans ton coin là. Donc, Ok. Bah, écoute, on se tient au courant. Bye bye, patron. Ça marche. Allez, bah, merci beaucoup. Merci. Et ben, Au revoir. ciao. Voilà, c'est la fin de cette interview. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager le podcast à vos amis et à me mettre une note 5 étoiles sur iTunes ou n'importe quelle autre plateforme. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.